Je m'appelle Zoé et j'ai 28 ans. Depuis 10 ans, ma famille, et plus particulièrement ma sœur aînée Clara, m'a traitée comme un échec charmant, mais au final tragique. Pour eux, j'étais la fille qui avait la tête dans les nuages, gaspillant un esprit vif pour un passe-temps, un diplôme en histoire de l'architecture, dont ils étaient persuadés qu'ils me condamneraient à une vie de dette et à servir des cafés. Il ne manquait jamais une occasion de me le rappeler. Alors, lorsque le jour de la remise de mon doctorat est arrivé, l'aboutissement d'années de travail acharné et silencieux, ce ne fut pas une surprise de voir qu'aucun d'eux n'était présent. Clara avait un gala de charité crucial et mes parents un tournoi de golf. Ils pensaient que ce n'était qu'une petite cérémonie pour un bout de papier inutile. Ils n'avaient aucune idée de qui était assis au premier rang à m'attendre, ni que le lendemain matin, le plus grand journal de la ville afficherait mon visage en première page. Ils étaient sur le point d'apprendre que pendant qu'ils me prenaient de haut, j'étais occupée à changer la silhouette de la ville. Et maintenant, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Pour pouvoir continuer à faire des vidéos comme celle-ci, nous devons atteindre les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Ma sœur Clara a 3 ans de plus que moi, et dans le cosmos de notre famille, elle a toujours été le soleil. Moi, par extension, j'étais la petite lune oubliée et glaciale en orbite autour de son magnifique éclat. Dès le début, nos chemins ont été tracés sur des voies divergentes qui, pour mes parents, et certainement pour Clara, avaient une hiérarchie de valeurs claires. Clara était pragmatique, vive d'esprit et ambitieuse d'une manière qu'il pouvait comprendre et, plus important encore, dont il pouvait se vanter. Elle voulait devenir avocate, un désir qui s'est formé dans son esprit vers l'âge de 12 ans et qui n'a jamais faibli. Son enfance était un florilège de trophées de clubs de débat, de victoires à des procès simulés et de bulletins de notes impeccables qui étaient fixés en permanence sur le réfrigérateur avec des aimants fantaisie. Elle parlait de son avenir en termes d'heures facturables et de bureaux d'angle. Mes parents la voyaient comme leur chef-d'œuvre, un témoignage de leur bonne éducation, un retour sur investissement ambulant et parlant. Et moi, j'étais la discrète, la rêveuse, la fille qui ne collectionnait pas les trophées mais plutôt des fragments d'histoire. Mon obsession n'était pas de gagner des débats, mais de comprendre les histoires silencieuses que racontent les vieux bâtiments. Je passais des heures à dessiner les corniches effritées de l'ancien bureau de poste ou à essayer de capturer la courbe exacte d'une clôture en fer forgé du XIXe siècle. Pour Clara, c'était pitoyable. « Pourquoi dessines-tu toujours ces vieilleries poussiéreuses, Zoé ?» demandait-elle, en plissant le nez alors qu'elle passait en coup de vent devant mon bureau, pour se rendre à une réunion du conseil des élèves. « Il y a des bâtiments tout neufs et brillants en ville. Va dessiner ceux-là, au moins ils ont de la valeur. » La réponse de mes parents était une forme plus douce, mais non moins méprisante, du même sentiment. « C'est un joli passe-temps, ma chérie, » disait ma mère en me tapotant la tête. « Tu es si artistique. » Le mot « artistique » était toujours prononcé avec un soupir léger, presque imperceptible, comme s'il s'agissait d'un diagnostic charmant mais en phase terminale. Ils encourageaient la condescendance de Clara, non par méchanceté, mais par une vision du monde partagée. Dans leur monde, la valeur était tangible, quantifiable et imprimée sur une fiche de paie. La beauté complexe d'une façade géorgienne oubliée n'avait aucune valeur monétaire. C'est ce décalage fondamental qui a défini toute mon éducation, un bourdonnement silencieux et persistant de me sentir incomprise et sous-estimée, une fondation de frustration sur laquelle le reste de ma vie allait se construire. Le jour où j'ai annoncé la spécialisation que je comptais choisir à l'université fut le jour où le faible bourdonnement de désapprobation est devenu une alarme stridente. Nous étions à l'un de nos dîners du dimanche, d'une formalité pénible, une tradition sur laquelle ma mère insistait. Clara, de retour pour le week-end de son programme de prêt, droit, monopolisait l'attention, nous régalant d'une histoire sur un stage particulièrement éprouvant, mais prestigieux qu'elle avait décroché dans un cabinet d'avocats de premier plan. Mon père rayonnait, suspendu à ses lèvres. « C'est ma fille, » dit-il en levant son verre de vin, déjà en train de gravir les échelons. Puis, ma mère tourna son regard vers moi, son sourire se crispant légèrement. « Et toi, Zoé, as-tu réfléchi un peu plus à ta spécialisation ? Peut être quelque chose dans le commerce ? Une bonne base pratique ?» Je pris une profonde inspiration, serrant ma fourchette si fort que mes jointures blanchirent. « J'ai décidé, dis-je, ma voix paraissant fluette dans le silence soudain. Je vais me spécialiser en histoire de l'architecture. » Clara, qui venait de prendre une gorgée d'eau délicate, s'est carrément étouffée. Une bruine d'eau aspergea la nappe avant qu'elle n'éclate d'un rire franc et sans retenue. Ce n'était pas un rire aimable, c'était un aboiement d'amusement sincère et incrédule. « Histoire de l'archi quoi ?
bafouilla-t-elle en s'essuyant la bouche avec une serviette. De l'histoire? Zoé, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec ça? Faire des visites guidées à des touristes qui s'ennuient? Tu auras de la chance si tu trouves un boulot dans un café. L'expression fière de mon père s'était muée en une profonde inquiétude. Chérie, Clara n'a pas tort. Ça semble. Très spécialisé. Es-tu sûre que c'est un investissement judicieux de tes frais de scolarité? Ma mère avait simplement l'air peinée. Tu pourrais être en faire une matière secondaire? Comme un projet passion? Le message était clair. Ma passion était un handicap. L'ambition de Clara était un atout. J'ai essayé d'expliquer, de parler de préservation, de conseils, du parcours universitaire, mais mes mots n'étaient qu'un bruit de fond pour eux. Ils étaient perdus dans l'éclat, éblouissant de l'avenir de Clara en tant qu'avocate de haut vol. Je serai associée avant d'avoir 35 ans, annonça Clara, ramenant la conversation à son sujet favori, elle-même. J'espère juste que tu pourras te payer un billet pour le dîner de célébration, Zoé. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Non pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle articulait si parfaitement ce que toute ma famille croyait. Mon chemin était une blague, une impasse, une note de bas de page dans la grande histoire du succès familial qui serait entièrement écrite par elle. C'était une blessure qui n'a jamais vraiment guéri et qui a suppuré pendant des années. Mes années d'université et la période post-universitaire qui a suivi ont été un long et solitaire marathon pour faire mes preuves devant un public qui refusait de regarder. Chaque jour férié, chaque réunion de famille était une nouvelle représentation de la même pièce éculée. Clara arrivait, vêtue d'un tailleur chic et cher, ses histoires parsemées de noms d'associés principaux et de juges. Elle parlait de fusions et acquisitions, de calendriers de litiges brutaux et du frisson pur et enivrant de gagner une affaire difficile. Mes parents et ma famille élargie écoutaient, captivés. Puis, tous les yeux se tournaient vers moi, l'historienne de l'art excentrique dans son coin. « Alors, Zoé ?» demandait ma tante Carole, la principale complice de la famille, la voix dégoulinante de pitié. Toujours à regarder de vieilles briques? La question était toujours suivie d'une vague de rire poli et gêné. J'essayais de partager mes propres victoires, mes propres passions. Je parlais du frisson de découvrir un plan original dans des archives poussiéreuses, ou de l'histoire sociale complexe révélée par le plan changeant d'un seul immeuble sur 2 siècles. Une fois, j'ai passé 20 minutes à expliquer avec enthousiasme comment j'avais utilisé l'analyse spectrographique pour identifier les pigments de peinture originaux du XVIIIe siècle sur un manteau de cheminée. Historique. Quand j'ai eu fini, mon père a juste cligné lentement des yeux et a dit « C'est bien ma chérie, passe-moi les pommes de terre ». Mes succès étaient invisibles pour eux car ils ne correspondaient pas à leur définition du mot. Quand j'ai reçu une prestigieuse bourse pour mon master, le seul commentaire de Clara fut « Alors il te paie pour rester à l'école plus longtemps? Mignon ». Quand j'ai annoncé ma décision de poursuivre un doctorat, ils ont organisé ce qui s'apparentait à une intervention familiale. « Zoé, tu as 25 ans, dit mon père, la voix grave. Ça devient ridicule. Tu ne peux pas te cacher dans une bibliothèque pour toujours. Tu dois entrer dans le monde réel. » C'est Clara qui a porté le coup de grâce, un coup de maître de générosité condescendante. « Écoute Zoé, je comprends, dit-elle en posant une main manucurée sur mon bras. Tu as peur, mais je peux t'aider. Mon cabinet recherche toujours des assistants juridiques débutants. Ce n'est pas glamour, mais c'est un vrai travail. Je glisserai même un mot en ta faveur. » L'offre flottait dans l'air, une parfaite encapsulation de la façon dont elle me voyait, un cas social ayant besoin d'être sauvé de ses propres rêves insensés. J'ai poliment décliné, et leur déception collective était un poids physique dans la pièce. Ils ne pouvaient pas comprendre que je ne me cachais pas du monde. J'en construisais un à moi, un monde qu'ils n'avaient aucun intérêt à voir, et encore moins à visiter. C'est pendant la 2e année de mon programme de doctorat que ma vie secrète a commencé. Le mépris constant de ma famille, plutôt que de me briser, avait forgé une sorte de carapace protectrice autour de mon ambition. Puisqu'ils ne croyaient pas en mon travail, j'ai simplement cessé d'en parler. Cela a créé un vide d'informations que j'ai appris à utiliser à mon avantage. J'avais un mentor, un homme brillant et férocement solidaire nommé professeur Albright, qui a reconnu mon potentiel dès mon premier séminaire. Il a vu en moi le feu que ma famille prenait pour une excentricité sans but. « Zoé », m'a-t-il dit un jour, autour d'un café dans son bureau encombré de livres, « votre capacité à voir le récit dans une structure est un don rare. Ne laissez jamais personne vous dire que ça n'a pas de valeur. » C'est le professeur Albright qui, voyant ma frustration face au travail purement théorique, m'a encouragé à créer un petit cabinet de conseil indépendant. J'ai créé un site web simple sous un pseudonyme, le groupe Aegis, un nom qui me semblait à la fois protecteur et historique.
Mon premier client fut une petite société historique d'une ville voisine qui me paya quelques centaines de dollars pour les aider à authentifier la date de construction de leur siège. J'ai ressenti cela comme une victoire monumentale. Puis, grâce à une recommandation issue de ce projet, j'ai obtenu un contrat un peu plus important pour conseiller sur la restauration d'un petit bâtiment commercial privé dans le quartier historique de notre ville. J'étais encore étudiante à plein temps, alors je faisais le travail les soirs et les week-ends, nourrie au café bon marché et par un désir ardent de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Léo, mon partenaire. Il était ingénieur logiciel et travaillait pour une entreprise de technologie dans le même bâtiment que celui sur lequel je consultais. Il m'a vue sur place, couverte de poussière, prenant des mesures détaillées des encadrements de fenêtres à 7 heures du matin, et a été intrigué. Il ne m'a pas demandé ce que j'allais faire avec mon diplôme. Il a juste demandé « Quelle est l'histoire de cet endroit ?» Il a écouté, vraiment écouté, et il est devenu mon allié silencieux et indéfectible. Il était la seule personne, à part le professeur Albright, à connaître ma carrière naissante, et cette carrière était sur le point d'exploser. Le propriétaire du bâtiment commercial que j'ai restauré a été si impressionné par mon travail qu'il m'a recommandé à un de ses amis, un homme qui siégeait au conseil d'administration de la Fondation Harrison, une immense organisation philanthropique dirigée par un milliardaire célèbre pour être reclus et excentrique, M. Alistair Harrison. M. Harrison avait une passion pour la rénovation urbaine et cherchait un nouveau projet novateur à financer. Il cherchait un visionnaire, quelqu'un avec un profond respect pour l'histoire, mais aussi une approche moderne et pratique. Il ne voulait pas d'un cabinet guindé établi, il voulait un regard neuf. Après une série de réunions discrètes, enveloppées d'accords de non-divulgation qui auraient fait tourner la tête de Clara, on m'a offert le contrat d'une vie. La Fondation Harrison lançait une initiative de 100 millions de dollars pour préserver et revitaliser tout le cœur historique de notre ville, et il voulait que moi, une étudiante, en doctorat de 26 ans, opérant sous pseudonyme, je dirige secrètement le tout. Pendant que ma famille plaignait ma vie d'étudiante perpétuelle, je gérais des budgets, embauchais des cabinets d'architectes et négociais avec les urbanistes de la ville sur un projet qui allait remodeler l'avenir de notre métropole. Je menais une double vie, et le décalage entre leur perception et ma réalité était devenu un secret vaste, abyssal et profondément ironique. Le catalyseur, l'événement qui allait enfin forcer ces deux univers parallèles à entrer en collision, fut la remise de mon doctorat. Après des années de travail acharné, à jongler entre une carrière secrète à haut risque et les exigences de la rédaction d'une thèse de 500 pages, la fin était enfin en vue. Non seulement j'avais terminé mes recherches, mais je l'avais fait avec mention, et l'université avait décidé de m'honorer avec un prix spécial pour contribution exceptionnelle aux sciences humaines appliquées, en reconnaissance de l'impact concret de ma thèse, un impact qu'ils ne comprenaient même pas entièrement, car le projet Harrison était encore secret. La date était fixée, un samedi de fin mai. Avec un sentiment d'appréhension et une lueur d'espoir insensé que cette fois, il verrait, j'ai envoyé les invitations. J'ai d'abord appelé ma mère. « Maman, la remise de mon diplôme a lieu le 27 mai. J'adorerais que papa et toi soyez là. » Il y eut une pause au bout du fil, suivie d'un faible « oh ». C'était un mot lourd de désagrément. Le 27 ? Oh Zoé, c'est le premier week-end de la ligue de golf d'été du club. Ton père et moi sommes dans une partie à 4. C'est un tournoi très important. Un tournoi important. Plus important que de voir sa fille recevoir le plus haut diplôme universitaire possible. Je vois, dis-je, la voix neutre. Eh bien, je voulais juste demander. Je savais quelle serait la réponse de Clara avant même de composer son numéro, mais je devais suivre le protocole. Elle décrocha la deuxième sonnerie, sa voix vive et professionnelle. « Clara, salut. Je t'appelle juste pour t'inviter à la remise de mon diplôme. » Je n'ai même pas fini ma phrase qu'elle m'a coupé la parole. « Zoé, je suis vraiment désolée, mais ce week-end est impossible, » dit-elle, l'excuse dans sa voix aussi fine qu'une pelure d'oignon. C'est le gala annuel des bienfaiteurs pour l'hôpital des enfants. Mon cabinet a acheté une table entière et c'est pratiquement obligatoire pour tous les collaborateurs qui visent le statut d'associé. C'est une énorme opportunité de réseautage. Je ne peux tout simplement pas le manquer. Elle l'a dit avec une telle finalité, comme s'il n'existait aucun monde possible où ma petite cérémonie pourrait rivaliser avec son mondanité. Je comprends, dis-je, un étrange sentiment de calme m'envahissant. Ça a l'air très important. Et à ce moment-là, j'ai su. La dernière lueur d'espoir s'est éteinte, et à sa place, une résolution froide et dure s'est installée en moi. Ce n'était pas seulement qu'il ne venait pas,
c'est qu'ils n'avaient même pas ressenti le besoin d'inventer une excuse crédible. Ma réussite était si insignifiante à leurs yeux qu'une partie de golf et un cocktail étaient de toute évidence plus importants. « Ne t'inquiète pas, » lui dis-je, mon ton léger, presque joyeux. « Léo sera là, ce sera en petit comité. » Elle était soulagée. Je l'avais tirée d'affaire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je ne tenais plus un hameçon. Je tenais un détonateur, et elle venait de me dire exactement quand appuyer sur le bouton. Le jour de la remise des diplômes était magnifique, un ciel parfait et sans nuages s'étendant au-dessus du campus principal de l'université. En marchant vers l'auditorium dans ma toge et ma toque, je n'ai ressenti aucune de la tristesse que je pensais éprouver. Au lieu de cela, j'ai ressenti un profond sentiment de libération. Ma famille n'était pas là, et leur absence était un cadeau. Cela signifiait que la journée était entièrement la mienne, non alourdie par leur regard apitoyé ou leur sourire forcé. Léo m'attendait à l'entrée, son visage rayonnant d'une fierté si sincère qu'elle m'a presque fait pleurer. Il m'a serré la main. « Docteur Vance, je présume ?» a-t-il chuchoté, et j'ai ri. Le professeur Albright était là aussi, l'air d'un mentor universitaire fier. Mais il y avait un autre invité, un qui s'est glissé au premier rang réservé à ma famille, discrètement et sans fanfare. Monsieur Alistair Harrison lui-même. Sa présence était la dernière pièce du puzzle. Il était venu de son domaine privé juste pour cela, un geste de respect que ma propre famille n'avait pas daigné faire. La cérémonie fut longue, comme le sont ces choses-là, mais j'ai savouré chaque instant. Quand mon nom a été appelé, Dr. Zoe Vance, le son a résonné dans la vaste salle, une déclaration claire et définitive de ce que j'étais devenue. En traversant la scène pour recevoir mon diplôme, j'ai croisé le regard de Léo, du professeur Albright et de M. Harrison, les trois personnes qui avaient formé ma véritable famille de soutien et de confiance. Après la cérémonie principale, le doyen de la faculté des sciences humaines est monté sur scène pour présenter les prix spéciaux. Il a parlé de l'importance de combler le fossé entre le monde universitaire et le bien public. Le prix de cette année pour la contribution exceptionnelle aux sciences humaines appliquées est décerné à une étudiante dont le travail illustre ce pont, a-t-il annoncé. Sa thèse sur la revitalisation civique par la préservation historique a déjà un impact tangible sur notre ville, grâce à un nouveau partenariat révolutionnaire. C'est un honneur pour moi de reconnaître le brillant travail du Dr. Zoe Vance. Les applaudissements semblaient différents cette fois, plus significatifs. Après la cérémonie, lors d'une petite réception privée, le photographe officiel de l'université a immortalisé le moment qui serait bientôt vu par toute la ville. Moi, tenant mon diplôme et mon prix, serrant la main d'un monsieur Harrison souriant, avec le recteur de l'université de l'autre côté. Nous avions tout coordonné avec une journaliste du principal journal de la ville, une femme qui suivait depuis des mois le mystérieux nouveau projet de la Fondation Harrison. Je lui ai accordé une interview exclusive et approfondie, révélant tout. Le secret était enfin hors de mes mains, prêt à être livré sur le paillasson de ceux-là même qui pensaient que je ne faisais encore que dessiner de vieilles cochonneries poussiéreuses. Le lendemain matin était un dimanche. J'imaginais mes parents sur leur terrasse, sirotant un café et lisant le journal avant de partir pour leur club de golf. J'imaginais Clara dans son appartement minimaliste et étincelant, profitant peu, être d'un brunch tardif avec l'un de ses amis avocats tout aussi ambitieux, racontant les triomphes de son gala. Moi, par contre, j'étais assise avec Léo dans notre petit salon ensoleillé, une pile de journaux sur la table basse. Le titre était plus grand et plus audacieux que je n'avais osé l'espérer. Il était en haut de la première page de l'édition du dimanche, une place habituellement réservée aux grands scandales politiques ou aux fusions d'entreprises. Mais aujourd'hui, c'était mon histoire. La visionnaire derrière, la subvention Harrison, Dr. Zoe Vance, 28 ans, révélée à la tête du projet de préservation de 100 millions de dollars de la ville. Sous le titre massif se trouvait la photographie. Moi, l'air confiant et heureux, serrant la main du milliardaire notoirement reclus Alistair Harrison. L'article était un chef-d'œuvre de journalisme. Il détaillait mes 2 ans de travail sous couverture en tant que directrice du groupe Aegis. Il louait mon approche novatrice, qui alliait une recherche historique méticuleuse à un urbanisme durable. Il citait le professeur Albright, qui me qualifiait de « esprit comme on en voit un par génération » dans le domaine. Il citait le maire, qui louait mon engagement indéfectible envers l'âme de notre ville. Il citait même M. Harrison, un homme qui n'avait pas fait de déclaration publique depuis plus d'1 décennie, qui disait simplement « Le docteur Vance ne voit pas seulement ce que notre ville a été, mais ce qu'elle peut devenir. Nous sommes honorés de financer sa vision. » L'article mentionnait mon doctorat fraîchement obtenu presque comme une réflexion après coup,
Un dernier détail impressionnant dans une histoire beaucoup plus vaste de succès fulgurant. Pendant quelques heures de bonheur, il y eut le silence. Puis, à 10h17 précise, mon téléphone sonna. C'était ma mère. Sa voix était frêle, chevrotante, un son que je ne lui avais jamais entendu. « Zoé, c'est toi ? Nous avons vu le journal. Ton père, il ne fait que le fixer. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? 100 millions de dollars ? Ce doit être une erreur. C'est une sorte de blague ?» Le choc pur et incompréhensible dans sa voix fut le premier goût d'une victoire que je ne savais même pas avoir désirée. Avant même que je puisse formuler une réponse correcte à ma mère, mon téléphone vibra pour un autre appel entrant. C'était Clara. J'ai laissé l'appel de ma mère aller sur la messagerie vocale et j'ai répondu. « Bonjour Clara, dis-je, ma voix parfaitement égale. » Il y eut un moment de silence, chargé à l'autre bout, juste le son de sa respiration saccadée et rauque. Puis elle explosa. « Qu'as-tu fait ?» hurla-t-elle, sa voix une symphonie discordante de fureur, d'humiliation et d'incrédulité totale. « Qu'est-ce que tu as bien pu faire, Zoé ?» Je pouvais entendre l'écho de sa voix, comme si elle faisait les 100 pas dans une grande pièce vide. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce matin. L'associé principal de mon cabinet, celui que j'ai passé toute la nuit à essayer d'impressionner à ce gala stupide, vient de m'envoyer le lien de l'article avec le message « C'est ta sœur ?» Félicitations. As-tu la moindre idée de l'image que ça me donne ? Je me suis adossée au canapé, un sourire lent et calme se dessinant sur mon visage. Léo me serra la main. La dynamique du pouvoir, une loi fixe et immuable de notre univers familial depuis près de 3 décennies, venait de subir un changement tectonique. « Quelle image ça te donne, Clara ?» demandai-je, mon ton sincèrement curieux. « Ça me fait passer pour une idiote !» cria-t-elle. « Ça fait passer toute notre famille pour des imbéciles. Nous n'avions aucune idée. Tout le monde me pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu faisais ça, que tu connaissais Alistair Harrison, que tu gérais un projet de cette ampleur ?» Et voilà, le véritable cœur de sa colère. Il ne s'agissait pas de moi, il s'agissait d'elle. Mon succès l'avait prise au dépourvu, l'avait privée de la chance de gérer le récit, de coopter ma réussite et de la présenter comme faisant partie de son propre monde de succès. C'était le moment que j'attendais, le moment de dire enfin ce qui n'avait pas été dit depuis si longtemps. Ma voix, quand j'ai parlé, n'était plus la voix calme et hésitante de l'échec artistique de la famille. C'était la voix calme, mesurée et confiante du Dr Zoé Vance, directrice du projet de préservation Harrison. « Pourquoi te l'aurais-je dit, Clara ?» commençai-je, laissant la question en suspens. « Pour que tu puisses m'offrir tes conseils non sollicités en droit des contrats. Pour que tu puisses expliquer à tes amis que ta petite sœur excentrique avait eu un coup de chance. Pour que tu puisses me prévenir que j'étais dépassée par les événements. » Je fis une pause, laissant le silence s'étirer. « Soyons honnêtes, tu n'as jamais respecté mon travail, ma passion ou mon intelligence. Tu n'as même pas pensé que mon doctorat, l'aboutissement de 7 ans de ma vie, valait quelques heures de ton temps un samedi. Tu avais une fête où aller, une énorme opportunité de réseautage. » J'ai laissé l'ironie de ses propres mots s'imprégner. Ce succès, Clara, s'est construit dans le silence que toi et la famille avez créé. Je l'ai mérité pendant les années où vous regardiez tous ailleurs, en me plaignant. Il était à moi de le construire, et donc, il était à moi de le révéler. Tu ne t'es jamais intéressé à mon parcours. Tu n'as toujours été intéressé que par une destination dont tu pourrais te vanter. Eh bien, la voici. Bienvenue à destination. Il n'y eut qu'un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Pour la première fois de ma vie, j'avais laissé Clara totalement sans voix. Les retombées furent rapides et sismiques. Le monde que j'avais construit en secret était désormais de notoriété publique, et ma famille fut forcée de naviguer dans les décombres de leurs suppositions de longue date. L'humiliation de Clara fut la plus profonde. Toute son identité était construite sur le fait d'être la sœur Vance qui réussissait. Elle s'était forgé un personnage d'une supériorité naturelle, et en l'espace d'un seul article de journal, ce personnage avait été complètement démantelé. Elle dut entrer dans son cabinet d'avocat, un véritable bassin de requins, le lundi matin, et faire face aux chuchotements, aux questions, à l'amusement à peine voilé de ses collègues. Il ne connaissait pas seulement sa sœur. Il savait que sa sœur était, dans le paysage civique et financier de la ville, une actrice bien plus importante qu'elle. Son ambition de devenir associée semblait soudainement dérisoire, son réseautage de gala mesquin. Elle essaya de retourner la situation à son avantage, bien sûr. J'ai appris par ma tante Carole que Clara disait à tout le monde « Oh, Zoé est si humble, vous savez ce que c'est. Elle nous a caché cet incroyable projet à tous. Nous éclatons de fierté. » Mais le mensonge était transparent. Son incapacité à se présenter à ma remise de diplôme, un fait qu'elle a sûrement omis de mentionner,
faisait sonner creux ses affirmations d'une sororité proche et solidaire. Son pouvoir sur moi était enraciné dans sa capacité à définir ma valeur. Maintenant, ma valeur était définie en première page du journal par des milliardaires et des maires, et son opinion était soudainement, et de manière flagrante, sans importance. Mes parents, les principaux complices, ont réagi d'une manière complètement différente mais tout aussi révélatrice. Ils ont essayé de m'étouffer d'un intérêt rétroactif. Ma mère a rappelé, sa voix débordant d'un enthousiasme mielleux et désespéré. « Zoé, ma chérie, nous sommes si fiers. Nous n'avions aucune idée. Tu dois tout nous raconter. Quand pourrons-nous voir les sites du projet? Ton père et moi adorerions une visite guidée. Nous devrions organiser un grand dîner de famille pour te célébrer. » Ils étaient flagorneurs, pleins d'excuses et désespérés d'être inclus dans mon nouveau monde brillant. Ils voulaient se prélasser dans cette gloire réfléchie, de la même manière qu'ils s'étaient toujours prélassés dans celle de Clara. Mais leur fascination soudaine n'était pas pour moi. La personne que j'avais toujours été, c'était pour le docteur Zoé Vance, le titre impressionnant qu'ils avaient lu dans le journal. Ils voulaient célébrer le succès, mais ils n'avaient montré aucun intérêt pour la lutte qu'il avait produit. La dynamique avait été irrévocablement brisée, et une nouvelle devait être construite à partir de zéro, selon mes propres termes. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé le processus lent et délibéré d'établissement de nouvelles limites. L'équilibre du pouvoir avait changé, et je n'étais plus celle qui cherchait l'approbation. Ma mère appelait sans relâche, essayant d'organiser le dîner de célébration. J'étais polie mais ferme. « Je suis très occupée en ce moment, maman. Le projet entre dans une nouvelle phase. » Mes excuses étaient réelles. J'étais incroyablement occupée, mais elles servaient aussi un objectif secondaire. Je leur apprenais que mon temps était précieux, un concept qu'ils n'avaient jamais saisi auparavant. Quand j'ai finalement accepté de les voir, j'ai choisi le lieu. Un café calme près de mon bureau, en terrain neutre. Clara est venue, ainsi que mes parents. Ils avaient l'air mal à l'aise, pas dans leur élément. C'était la première fois que nous étions tous ensemble depuis la révélation. Ma mère a commencé immédiatement, s'extasiant sur l'article de journal. Mon père n'arrêtait pas de secouer la tête en marmonnant. 100 millions de dollars. Je n'arrive pas à m'en remettre. Clara était inhabituellement silencieuse, les yeux baissés, remuant son café d'un mouvement tendu et rigide. Je les ai laissés parler quelques minutes, puis j'ai levé la main. « J'apprécie tout cela, dis-je, ma voix calme et égale. Mais nous devons être honnêtes. Mon succès n'a pas commencé le jour où cet article a été publié. Ma valeur n'est pas apparue comme par magie lorsque le nom de M. Harrison a été associé au mien. Je les ai regardés directement, un par un. Ma valeur était là quand j'avais 12 ans, en train de dessiner le bureau de poste. Elle était là quand j'ai choisi ma spécialisation. Elle était là chaque jour de mon programme de doctorat. Elle était là le jour de ma remise de diplôme. La seule chose qui a changé, c'est que vous pouvez la voir maintenant, parce que d'autres personnes, plus importantes, l'ont validée pour vous. Le silence qui suivit était lourd du poids des vérités non dites. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. « Nous sommes si désolés, Zoé, » murmura-t-elle. Nous ne comprenions pas. J'ai regardé Clara. Elle ne voulait pas croiser mon regard. « Je n'ai pas besoin d'excuses pour votre manque de compréhension, » dis-je, ma voix s'adoucissant légèrement. « Ce dont j'ai besoin, c'est que vous compreniez que notre relation à partir de maintenant doit être différente. Elle doit être basée sur un respect mutuel pour qui nous sommes, pas pour ce que nous accomplissons en des termes que vous pouvez mesurer. Je vous aime tous, mais je ne serai plus la note de bas de page de la famille. Il ne s'agissait pas de vengeance, ni de leur frotter le nez dans mon succès. Il s'agissait de libération. La justification n'était pas l'argent ou le titre. C'était la certitude tranquille et inébranlable que j'avais eu raison sur moi-même depuis le début. C'était la liberté d'habiter enfin, pleinement, la vie que je m'étais construite, sans avoir besoin de leur permission ou de leur approbation. Et en m'éloignant de ce café, les laissant s'asseoir avec la nouvelle réalité que j'avais créée, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. J'étais enfin libre. Mon histoire est un témoignage du pouvoir discret de la confiance en soi. Pendant des années, j'ai laissé le récit que ma famille a écrit pour moi me blesser, mais je ne l'ai jamais laissé me définir. Cette frustration, cette piqûre d'être constamment sous-estimée, est devenue le carburant de mon ambition secrète. Elle m'a donné l'espace et l'intimité nécessaires pour construire quelque chose de magnifique, selon mes propres termes. La leçon ultime n'est pas d'obtenir une grande vengeance publique. C'est de comprendre que votre valeur est intrinsèque. Elle existe, que les gens choisissent de la voir ou non. Alors n'attendez pas les applaudissements d'un public qui n'apprécie pas votre art. Construisez votre propre scène, écrivez votre propre scénario,
et devenez la vedette de votre propre spectacle. Finalement, le monde s'en apercevra, et les gens qui doutaient de vous feront la queue pour acheter des billets. Si vous croyez au pouvoir d'écrire votre propre histoire à succès, alors appuyez sur ce bouton d'abonnement. Merci de votre écoute, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.